On commence dans 5 minutes. Ah oui, c'est à l'envers du coup. Ah, faut que j'écrive à l'envers. Je vais le faire à l'envers tout à l'heure. Ça, c'est jouable. Mais c'est pour que les gens aient le temps de... 5 minutes. Le temps de vous connecter, de diffuser à vos réseaux. Non, je sais pas un petit truc, mais ça marche ça? Pas mal. Oh, c'est bon, là. Je vais le remettre maintenant. Super mal écrit. J'arrive pas. Je fais à l'envers avec mon train. C'est bon? Allez, 1 minute. Le temps que tout le monde se connecte. Et puis on va commencer. Bonjour Gilles. Et merci Clément.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce live, cette fois sans vibreur pour ceux qui étaient là la dernière fois. Bonjour Didier. Un live court, un peu plus court que la dernière fois. On s'est dit qu'on allait faire des petits lives de 30 minutes sur un échange. Je fais une petite intro sur notre projet collectif autour du projet présidentiel pour choisir ensemble la démocratie et présenter un candidat citoyen via laprimaire.org. Une petite intro et après surtout des échanges et des réponses à vos questions, ou en tout cas des échanges, parce que j'ai pas toutes les réponses et c'est bien l'intérêt de n'avoir pas des candidats professionnels de la politique, mais bien des citoyens comme vous tous. Donc je suis Charlotte Marchandise, candidate à l'élection présidentielle de 2017 via la primaire, et je suis candidate sur un projet collectif. Les membres de l'équipe, vous pouvez les retrouver sur un de nos articles Medium. Ils sont aussi en live et ils vont pouvoir vous poster des liens, et c'est ça l'esprit d'équipe, et vous dire comment faire pour nous rejoindre si vous le souhaitez. En introduction, je voulais vous citer un article du très bon site Ouzbek Erika, une très petite introduction. Cet article s'appelle « Démocratie, changer les règles du jeu ». Des institutions en panne, des élus déconnectés de la réalité, des partis qui confisquent la démocratie. Jamais le niveau de défiance des Français envers les politiques n'avait été aussi criant sous la Ve République. Alors oui, est-ce que des citoyens comme nous sont en mesure de diriger le pays ? La question est un peu, est-ce que eux sont en mesure de le diriger? Est-ce que la situation actuelle est tenable? Est-ce qu'on peut accepter un tel taux d'abstention? Est-ce qu'on peut accepter qu'avec un tel taux, le vote blanc ne soit pas reconnu? Nous, on pense qu'il était temps de faire quelque chose et de secouer un petit peu le système démocratique en montrant qu'une autre possibilité est là. Mais démocratie, au fond, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous avons fait à Rennes un porteur de parole, c'est un événement d'éducation populaire où on a posé la question aux gens, sommes-nous en démocratie? Et au fond, qu'est-ce que la démocratie? C'était vraiment intéressant de voir le constat et puis tous les échanges qu'on a eus. Le soir, nous sommes réunis en atelier, nous avons invité tout le monde à réécrire collectivement les définitions. Les définitions de démocratie, la définition de citoyen. Quels sont les mots-clés qui revenaient? J'ai envie de vous dire, c'était acteur le premier, acteur, responsable, légitimité. Et puis il y avait vraiment l'expression des droits, des devoirs et l'expression du collectif. Et puis le mot qui vient à chaque fois, ensemble. Alors pour nous, le principe, c'est que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est le pouvoir au peuple. C'est considérer qu'on choisit la liberté, qu'on choisit l'autonomie et que chacun est en capacité de décider. Quelque part, on reprend, pour reciter à nouveau l'éducation populaire, les principes d'émancipation. La démocratie, ce n'est pas une idéologie, c'est un principe humain, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qu'on va réinventer. Alors il ne suffit pas de le dire. Chaque personne doit se sentir responsable, oui, mais comment on fait? Comment on fait pour s'intéresser à la démocratie quand on n'arrive pas à finir le mois? Comment on fait pour aller s'engager et répondre à cette injonction de l'engagement, parfois dans un conseil de quartier, quand on a plusieurs enfants à faire garder et que le dit quartier ne propose pas un système de babysitting? Comment on fait pour aller participer à l'écriture d'une constitution quand on gère une entreprise ou une petite PME, ou qu'on est un artisan, ou qu'on est au RSI? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre 2 temps. D'abord, un temps de réécriture de la Constitution, qui sera sur 2 ans, parce que c'est un processus constituant. Il faudra informer, il faudra former, il faudra permettre la participation, et créer un projet, et un projet pour une Constitution. Du coup, pendant ces 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas rien. On ne fait pas rien, il y a des mesures immédiates à mettre en place. Pour nous, c'est déjà la signature de la charte anticorps, qui permet une démocratie juste, une démocratie qui n'est pas avec des passe-droits pour les élites, une démocratie où il n'y a plus de cumul de mandats, où il n'y a plus de pantouflage, où il y a une équité entre les différents élus. Ce n'est pas normal qu'un petit maire
vivent dans des conditions parfois extrêmement difficiles, soient très peu rémunérés par rapport à des parlementaires qui sont extrêmement bien rémunérés et qui travaillent parfois beaucoup moins. Ça n'est pas normal que des gens puissent être élus pendant 30 ans, 40 ans et ne faire que ça et ne plus jamais se confronter à la vie réelle. Donc c'est possible, on commence par la charte anticorps. Le deuxième, c'est créer un fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne. Un fonds, ça veut dire donner les moyens à chacun de s'engager. Vous savez, quand les jurés d'assises sont convoqués, les gens sont indemnisés pour le temps, alors c'est pas royal, mais en tout cas, ils sont indemnisés pour le temps qu'ils passent au service de la société. Quand on est juré d'assises, on a le droit de quitter son travail pour aller se mettre au service de la justice française. Ça nous paraît normal qu'on fasse la même chose pour la démocratie et pour le processus constituant qui nous concerne tous. Il y a les Pass en nous, on fait une proposition en ce sens. On les rejoint pas mal, même si sur le financement, on pense un peu qu'on devrait prendre sur les réserves parlementaires au fond et que ça serait vraiment un bon exemple de mettre la démocratie au service du peuple. Une autre initiative, la 4e chambre, 1300 citoyens tirés au sort pour pouvoir créer une assemblée délibérative ou consultative pendant ce temps de transition pour pouvoir commencer à mettre en place, à tester, à expérimenter pour préparer ce que sera la 6e République ou pas, enfin en tout cas la nouvelle Constitution, et pour pouvoir travailler sur cette nouvelle démocratie plus directe, plus pertinente, où les gens sont concernés et ont les moyens de se mettre au service. Et puis, d'autres choses qu'on peut mettre en place directement avant ces 2 ans, insister à la démocratie dans la fonction publique. Bonjour Dominique, qui dit qu'un des grands enjeux, c'est sans doute de passer d'une opposition binaire public-privé à une articulation public-commun-privé. Oui, la démocratie, c'est un bien commun. Elle ne doit pas s'exercer que dans des instances. Elle peut s'exercer dans l'entreprise. Elle peut s'exercer dans la fonction publique. Elle peut s'exercer dans énormément d'instances qui nous concernent. C'est un point fondamental pour nous. On ne va pas mettre de la démocratie que là où ça nous arrange. Un gouvernement de transition qui travaille sur l'éducation, il doit travailler de façon démocratique et transparente. Travailler sur la justice, ça doit se faire de la même façon. Une démocratie pertinente, là aussi, c'est dire que ceux qui sont le plus concernés ont vraiment la parole. C'est aussi une façon d'éviter la confiscation de la démocratie par ceux qui savent et ceux qui sont toujours là et ceux qui ont du temps. D'autres réformes, et là on va pouvoir commencer le dialogue qui serait logique et intéressante. Par exemple, que pensez-vous du droit de vote à 16 ans? J'ai travaillé beaucoup avec des adolescents. Je pense qu'on perd beaucoup de choses en ne travaillant pas beaucoup plus avec les jeunes, surtout que le futur c'est le leur, ça les concerne. Comment on les incite plus à participer à cette démocratie, à cette citoyenneté? Le droit de vote à 16 ans, ça me semble une mesure phare et intéressante. Et je peux bien vous lire là-dessus. Une autre proposition qui était celle du mandat précédent qui n'a pas eu lieu, c'est le droit de vote des étrangers. Pour nous, a priori, c'est sur toutes les élections. Ils vivent sur le sol français. Excusez-moi, il y a eu une notification qui avait coupé. Alors, bonsoir Philippe. Oui, tous les citoyens sont en capacité de s'exprimer sur les enjeux de société. Benjamin rappelle que c'est vraiment un processus pour informer, échanger, débattre, hiérarchiser. Ça va aller évidemment avec notre réforme de l'éducation. Plus on va donner des compétences aux enfants le plus jeune âge, commencer à faire de l'éducation populaire, à prendre des décisions en conseil d'école, à faire en sorte qu'il n'y ait pas que 2 délégués par année, finalement des délégués tournants, et faire en sorte que chacun puisse à un moment donné de sa scolarité exercer des responsabilités et comprendre cette question-là, ça nous paraîtrait vraiment une façon de mettre de la citoyenneté partout. C'est pas l'âge du droit de vote qui est intéressant, c'est sur quoi on a la capacité de voter qui est intéressant. Oui Fred, je suis d'accord avec toi, enfin avec vous, pardon. C'est le droit de vote et la constituante, ça sera intéressant si on dit à quoi ça sert. C'est pour ça qu'on remet les objectifs et c'est pour ça qu'on en met partout, parce que des gens ne seront peut-être pas intéressés sur la Constitution
En revanche, sur ce qui les concerne en premier lieu, que ce soit l'école ou la culture ou l'organisation de la ville, de leur quartier, là oui, on pourra les mobiliser. Sur la santé, c'est un sujet qui concerne énormément les gens, et la démocratie en santé est quelque chose qui monte. La capacité aujourd'hui des patients à se former avec les médecins et à former les médecins est pour moi un exemple formidable de la façon dont on peut impliquer des gens de façon démocratique dans des sujets. Regardez l'Islande, les banquiers sont en prison. Pas un jour ne se passe sans scandale politique ou autre. Effectivement, regardons l'Islande, donnons-nous les moyens de changer notre constitution et de l'appliquer, de la mettre en place. Ils sont tous pareils, les politiciens. Faut réécrire la constitution et la 5e République, c'est mort. Je ne dirais pas qu'ils sont tous pareils. Après que la 5e République soit en fin de vie, je pense que c'est un constat partagé. Les politiciens professionnels de carrière qui arrivent au plus haut niveau en montant des échelons dans des façons pas démocratiques, oui, je pense que c'est assez terrible. Et je pense que c'est terrible pour les gens qui font de la belle politique au quotidien. Il y en a. Je pense à Joe Spiegel, on l'a vu beaucoup récemment, qui a mis en place de la démocratie participative dans son village. Et je ne vais pas te donner le nom du village, je veux bien que l'équipe le poste parce que j'ai peur de mal le prononcer. Mais en tout cas, qui écrit des choses formidables et qui le vit au quotidien. Et je trouve ça toujours très triste qu'on dise ils sont tous pareils, ils sont tous pourris, parce qu'un petit pourcentage au niveau national confisque le débat. Avec l'arrivée d'Internet, du vote en ligne, nous allons vraiment pouvoir changer le système de vote pour les citoyens. Je suis assez d'accord avec Alex, la démocratie directe, on a des... Merci Dominique Kingersheim pour Joe Spiegel. Le vote en ligne va permettre plus de choses directes, plus de démocratie directe. Néanmoins, n'oublions pas les 20%, 30% de personnes qui sont déconnectées. Là, on va pouvoir inventer des choses assez géniales, de liens entre Internet et entre les personnes qui ne sont pas connectées. La démocratie, c'est aussi un excellent outil pour aller travailler sur la fracture numérique. On le voit à Rennes, on a mis en place un budget participatif qui se passe en ligne, mais on a aussi mis beaucoup de choses en place dans les rues, dans les mairies de quartier, pour que les gens viennent voter et soient accompagnés. C'est un enjeu. Jean-Michel Billot, qui est aussi candidat à la primaire, était en live là, parle beaucoup de la République de l'Estonie, où tout est en ligne. Si on simplifie tout ce qui est en ligne, ça va nous permettre aussi d'apporter et de travailler avec les personnes qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Quand le vote sera-t-il ouvert sur le site? Il est ouvert. Vous pouvez aller sur la page de laprimaire.org, vous connecter, cliquer je vote. Il y a des mails qui partent au fur et à mesure, mais vous pouvez devancer le mail et aller cliquer sur je vote et recevoir votre lot de 5 candidats et les choisir, les évaluer au jugement majoritaire, ce qui est là encore quelque chose de beaucoup plus démocratique que le fait de voter pour une seule personne. Ça permet de dire que la représentation représente une opinion globale et pas seulement les extrêmes. L'exemple Vallon et le CETA, c'était beau au départ. Oui. Comment fait-on sur le CETA? Beaucoup de respect pour le courage politique qui a été celui de refuser. Je pense que la France est dans une très belle position pour remettre des instances démocratiques en Europe. Ça sera vraiment l'enjeu de 2019. Comment ce projet européen, qui est au départ un projet de paix, redevient un projet du peuple et ne soit plus perçu comme juste cette espèce d'instance technocratique de normes. La France pourrait être vraiment un leader sur cette question-là. Je partage beaucoup de choses avec Roxane Revon là-dessus. Comment rendre une Europe démocratique? Et Philippe Masuel, je sais qu'il est là. Comment vois-tu la vie parlementaire de demain? Merci Mélusine. Je ne sais pas si c'est à moi de la voir, à vrai dire. J'ai envie de dire comment la voyons-nous. Effectivement, la vie de demain, je la vois comme une vie parlementaire qui n'est pas confisquée par des élites. Une vie parlementaire dans laquelle il y a de toutes les professions et de toutes les personnes de la société.
comme une vie parlementaire dans laquelle il n'y a pas que 25% de femmes, ce qui est le cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est juste sidérant. Une vie démocratique parlementaire demain, c'est une vie où déjà tout le monde est représenté. C'est une vie démocratique où on ne fait qu'un ou deux mandats. C'est une vie démocratique qui est très 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 transparente, où on ne fait pas des votes à des heures pas possibles. Ça c'est une clé, c'est-à-dire évidemment si on fait des commissions au milieu de la nuit, on n'aura pas une assemblée pleine. Comment on respecte à la fois le regard de tous ceux qui viennent et à la fois le travail des parlementaires en le donnant à voir, en partageant et en donnant systématiquement les clés de compréhension. J'ai pas toujours la culture politique et la culture administrative pour comprendre les débats de l'Assemblée nationale. C'est un vrai problème. Comment peut-on nous demander de nous impliquer dans une vie ou dans les réformes si on ne comprend pas les mots? C'est là aussi faire une réforme fiscale démocratique, ça veut dire comprendre le droit. Et comprendre le droit, ça veut dire qu'on sera en capacité de commencer à changer des niches et à changer des choses. C'est pas normal que pour comprendre, on ait besoin d'un avocat. Nul n'est censé ignorer la loi. Et pour l'instant, j'aimerais bien savoir qui la comprend en entière. Ouais, Manuel, continue sur le CETA. C'est scandaleux. C'est exactement le genre de rapt démocratique qui fait qu'on n'a plus confiance. Donc sur le CETA, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avancer tous dans la rue? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'appel encore. Alors... Justement, comment un gouvernement intérimaire d'une durée de 2 ans pourrait-il peser en Europe et imposer des transformations lourdes dont elle a besoin? Je pense que 2 ans, avec un peu de courage politique, ou beaucoup de courage politique, on peut changer beaucoup de choses. J'en suis convaincue. Il faut des gens prêts à se mettre au travail, mais je suis vraiment convaincue qu'on peut faire ça. D'autre part, c'est 2 ans pour faire en sorte que les élections européennes fassent porter des citoyens et des listes qui seront en capacité d'être des parlementaires qui sont là. C'est aussi avoir un gouvernement dans lequel les ministres vont effectivement aux réunions européennes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui et ce qui est très préoccupant. C'est aussi une démocratie dans laquelle on peut savoir exactement ce qu'ils font et s'ils siègent dans les instances où ils sont censés siéger. Et puis surtout, c'est amener à une constitution qui donnera encore plus de poids aux instances citoyennes et qui aura une vision partagée de l'Europe. Le Premier ministre ou le dirigeant de cette 6e République ou de ce qu'on va inventer aura justement une légitimité beaucoup plus directe pour aller travailler sur les instances européennes, d'autant plus qu'on l'aura travaillé dans les 2 ans passés. Ouh là là, ça va vite du coup. Différemment, à nos hommes et femmes politiques, comment faire pour entendre les citoyens qui auront des choses à dire par rapport aux représentants actuellement, qui ne sont dans un monde de pourcentage mais pas de réalité? La réponse est encore une fois, comment on fait que les citoyens se présentent? Comment on fait pour que ce soit des listes citoyennes et pour qu'on n'élise plus les mêmes toujours qui n'ont fait que ça? La charte anticorps, c'est vraiment, on arrête le cumul des mandats, on arrête le cumul des mandats en même temps et dans le temps. Il ne faut pas dénier le rôle des experts, mais ce ne doit jamais être aux experts de décider. Et quand les élus deviennent des experts, on a la dérive actuelle. Alors, des experts, à chaque fois, comment on prend la décision? C'est ça qui va être passionnant. Prendre la décision, moi je le vis au niveau local depuis 2 ans, c'est écouter les experts scientifiques, écouter la recherche qui disent des choses vraiment importantes dont il faut tenir compte et arrêter d'avoir des actions contre-productives, ce qu'on fait quand on n'écoute pas les experts. On voit sur tout ce qu'on a fait en termes d'agroécologie, de pollution ou de médicaments. À force de ne pas écouter les experts scientifiques, on se plante. Et en même temps, il n'y a pas que les experts scientifiques, il y a les experts d'usage, les gens qui travaillent au quotidien, les gens qui sont sur le terrain, les usagers, comme on les appelle. C'est pas un très beau mot et en même temps, c'est ceux qui viennent à la caisse primaire d'assurance maladie et qui disent ben non, nous, votre tout numérique, ça ne nous convient pas. C'est les experts qui disent ben, depuis que Pôle emploi, on doit le faire en ligne et moi j'habite en campagne et j'ai pas internet et je comprends pas comment je fais. Donc c'est aussi ces experts d'usage et puis les experts, les tiers, les médiateurs, parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui aident et qui ont des choses à faire remonter. À partir de tout ça, le rôle de politique, c'est effectivement d'animer une décision et d'animer cette assemblée plénière où on va prendre une décision ensemble,
parce que si c'était simple, si c'était il n'y a qu'à Faucon, il n'y aura pas besoin de ces assemblées. Et c'est d'être, je pense, dans cette humilité de dire je ne sais pas tout, je ne suis pas un super expert. En revanche, avec tout ça, et dans le cadre des valeurs qui sont les nôtres, et dans le cadre du projet dans lequel j'ai été élue, on va aller par là, qu'en pensez-vous, et prenons cette décision. Voilà, les élus doivent décider. Et je pense que voilà, les élus actuels sont plutôt des super experts en élection que des experts de leur sujet. Comment former les élus c'est fondamental. Comment les services se sentent libres d'expliquer à un élu qu'il n'a pas compris. Comment on sort d'un élu tout puissant pour aller dans un élu dans son humilité et sa responsabilité. Accès à l'université pour les sans-papiers qui paient l'inscription, leurs impôts. La construction avec l'immigration, là aussi, ça doit être, je pense, effectivement très démocratique. Il y a un sondage très rassurant qui est sorti aujourd'hui. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plus de 85%, il me semble, des Français qui sont favorables à l'accueil des réfugiés. 82, merci. J'ai dit, je ne prétends pas être expert et connaître tous les chiffres. Donc 82% prêts à l'accueil des réfugiés. La question, c'est pas seulement d'accueillir, c'est d'accueillir bien. La question, c'est de pouvoir mettre en place des choses qui font qu'on n'a pas les squats et les choses terribles et les campements qu'on a. C'est de faire en sorte que cet accueil soit bénéfique pour tout le monde et on a tous à y gagner, que ce soit à l'université, que ce soit partout, mais il faut se donner les moyens de l'accueil et surtout arrêter d'opposer. Quand on oppose les SDF et les migrants, je trouve ça extrêmement choquant. C'est pas les mêmes questions. En revanche, il y a des solidarités qui se créent et qui sont passionnantes entre des gens qui ont des vécus difficiles et très différents. Le thème du prochain Facebook Live, ça sera les transitions. C'est mardi à 21h. Comprendre sociologiquement les problèmes, proposer des solutions, être plus dans la proposition et moins dans les constatations. On est d'accord, j'ai commencé par un constat très court que ça n'allait pas. On y revient, l'Union européenne nous asphyxie, etc. Parfois, c'est aussi parce qu'on n'y est pas. Quand on voit la présence de nos ministres ou la non-présence de nos ministres ou de nos parlementaires dans les institutions, c'est terrifiant. C'est facile de dire c'est la faute de l'Union européenne, mais en même temps, si on ne va pas voter les lois, on n'en est pas très légitime. Je regarde si j'ai raté des questions. Plus 20% d'absentéisme à l'Assemblée nationale, un scandale. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écrit à nos députés? Est-ce qu'on sent légitimement d'aller à leur permanence et de leur dire vous êtes mon député, vous ne vous êtes pas présenté, vous n'êtes pas allé, excusez-moi, j'ai tapé, vous n'êtes pas allé à l'Assemblée nationale, je veux comprendre pourquoi. C'est aussi à nous de reprendre ce pouvoir-là et de dire que c'est possible. Et honnêtement, moi, avant d'être élue, j'étais très militante, mais j'étais jamais allée voir mon député. Voilà, je le dis clairement. Tout ça, ça me paraissait loin, pas pour moi, impossible à changer. Et en vrai, si 10% de la population pas contente, rien que ça, ou 1%, aller voir son député pour lui dire moi je ne suis pas d'accord à ce que vous faites, ça serait drôlement intéressant et je pense que ça créerait quelque chose de positif pour tout le monde. Parfois, le système électoral fait. Je ne pense pas qu'ils soient tous méchants. Je pense que parfois ils sont juste complètement déconnectés de la réalité parce qu'ils ont fait une carrière politique, ils savent pas ce que c'est que d'avoir un patron, ils savent pas ce que c'est que d'aller la faire la queue à la CAF. Donc c'est à nous de leur dire et c'est notre responsabilité d'y aller. Le code 5 couleurs bloqué par les lobbies, oui, on n'a pas parlé des lobbies. Alors, moi, j'ai pas eu affaire encore au lobby directement, sauf sur Twitter, quand je tweete sur le tabac, par exemple. Je suis tout de suite taclée par des gens, et c'est assez terrifiant, parce que je m'occupe de la santé, et sur le tabac et le paquet neutre, qui sont des réformes formidables, directement, ils sont là. Je suis pas sûre qu'ils aient besoin... Enfin, ils sont très bons en communication. Je suis pas sûre qu'ils aient besoin d'être si actifs ou de donner tellement d'argent. Parfois, c'est qu'on ne forme pas assez nos élus. Comment on fait de la formation à la résistance intellectuelle pour les élus, pour qu'ils sachent résister et qu'ils sachent avoir les bonnes infos pour lutter contre les lobbies. Par exemple, sur le code 5 couleurs,
c'est horrible, c'est horrible. Et là encore, allons voir nos sénateurs, allons voir nos députés. Il faut que ça passe, c'est une loi fondamentale. Que peut-on faire pour aider la campagne? Eh bien, vous pouvez trouver notre page, l'équipe, je laisse l'équipe la poster. Vous verrez les différents thèmes qu'on développe. Vous pouvez rejoindre notre petite assemblée où on travaille sur la communication, sur l'écriture des articles, sur les actions locales. On va faire un petit tour de France, donc vous pourrez nous rejoindre et participer à des ateliers. Vous pouvez aussi participer à la convergence des mouvements citoyens si vous faites partie d'un groupe. L'idée, c'est que nous, on ne sait pas tout. En revanche, on va animer de la construction d'être différents mouvements. Je vais saluer ce soir l'Urgence démocratique où ils sont souvent là sur nos débats. Mais il y a le mouvement de la paix, il y a des gens d'Incroyables Comestibles, il y a des gens du mouvement convivialiste qui sont en leur nom, c'est pas le mouvement qui s'engage, mais en leur nom, ils vont contribuer à ce qu'on tisse des liens entre beaucoup d'initiatives formidables qui n'existent pas ensemble. Voilà, pour participer à la campagne, vous avez le lien. L'idée, c'est qu'on va pouvoir construire ensemble, qu'il y a plein de pages blanches à l'intérieur des valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs, c'est la solidarité, la justice sociale, la transition écologique et la justice climatique, et puis la paix. Jamais on fera la guerre. C'est vraiment un point qui nous rassemble de façon très très forte. Donc, co-construisons. Merci pour le soutien. Vous pourrez le revoir, on va s'arrêter là, on a décidé de faire des temps un peu plus courts, mais de toute façon, on est disponible par email et on se retrouve mardi à 21h. Bonne soirée!